Pour parler de Laurent Gbagbo en tant qu'un homme démocrate, il faut se dire que dans un régime démocratique, l'exigence de la démocratie impose que les personnes qui incarnent les différentes institutions se mettent un point d'honneur à respecter les institutions. Et dans un système démocratique, il y a donc la séparation des pouvoirs. Ce qui m'a marqué pendant mes 10 ans de mandat parlementaire, et je précise que sur les 10 ans que j'ai passés en tant que député, 8 ont été consacrés à la direction de la plus importante commission de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est la commission des affaires générales et institutionnelles. Ce qui m'a donc frappé en Laurent Gbagbo, c'est que pendant ces 10 ans de travaux parlementaires, alors même que son parti n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc on pouvait être soumis à des pressions, pendant tout le temps de notre mandat, Laurent Gbagbo n'est jamais intervenu dans les débats parlementaires. Lorsqu'il nous soumettait un projet de loi, il laissait la latitude à l'Assemblée nationale, selon les prérogatives que lui donne la Constitution, d'amender, de rejeter ou d'adopter les projets de loi émanant du gouvernement. Même le groupe parlementaire FPI, sur lequel il était en droit de s'appuyer, n'a jamais reçu de consignes de vote, dans un sens comme dans l'autre. Nous avons toujours travaillé en toute indépendance et selon l'esprit de la Constitution qui dit que les députés n'ont pas de mandat impératif. Il est même arrivé que des députés du groupe parlementaire aient voté contre des lois qui tenaient à cœur au président de la République. Mais je n'ai jamais souvenance qu'un de ces députés ait été inquiété ou même interpellé. C'est déjà le signe que Laurent Gbagbo est un vrai démocrate. Vous savez, dans la législature actuelle, vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire, on a connu même un remaniement ministériel dû à ce que des députés du groupe parlementaire PDCI ont voulu faire des amendements à un projet de loi porté par le gouvernement Ouattara. Et pour cette raison, le gouvernement a été dissous et un nouveau gouvernement a été mis en place après que les députés PDCI aient fait amende honorable pour aller dans le sens que souhaitait M. Ouattara. Mais avec Laurent Gbagbo, on n'a jamais vu cela. Et donc, dans le respect de l'institution Assemblée nationale, Laurent Gbagbo a eu à soumettre à l'appréciation des députés un certain nombre de projets de loi. Mais l'esprit de ces projets de loi et le sens qu'il donnait à ces projets de loi, c'était pour un mieux-être des populations, pour l'approfondissement de la démocratie, pour donner aux populations les moyens d'intervenir dans les décisions qui sont prises en leur faveur, pour qu'il y ait l'égalité des chances entre les enfants de la Côte d'Ivoire et qu'enfin, chacun et chacune en Côte d'Ivoire puisse avoir accès aux services de l'État de façon équitable. C'est ainsi que je ne vais pas être exhaustif. Je vais vous prendre quelques exemples de lois qui ont été soumises à l'Assemblée nationale pendant que nous y étions. D'abord, en début de législature, le président Laurent Gbagbo s'est attelé à reconstituer les institutions de la République, puisque vous savez qu'il est arrivé au pouvoir après un régime militaire qui avait dissous toutes les institutions. Il fallait donc remettre en place ces institutions.
Donc les premières lois qui nous ont été soumises avaient pour objet de reconstituer l'ossature de l'État. Le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, mais aussi la nouvelle constitution adoptée en 2000 prévoyait la mise en place d'autres institutions. Et ces lois ont concouru donc à mettre en place toutes ces institutions qui étaient prévues par la nouvelle constitution, dont la commission électorale indépendante, la haute cour de justice, le médiateur de la République, etc., etc. Ensuite, le président Laurent Gbagbo a soumis à l'Assemblée nationale des projets de loi, par exemple sur le régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle. Cette loi a pour principale force qu'elle proscrit l'emprisonnement des journalistes et hommes des médias pour des délits de presse. Ça a été une avancée très importante qui a été saluée par l'ensemble de la corporation des journalistes de Côte d'Ivoire, alors qu'auparavant, il y avait une autre loi qui a été adoptée en 1991 qui restreignait l'exercice de la liberté de la presse. Laurent Gbagbo a corrigé cela et la loi adoptée permet donc aux journalistes d'exercer avec plus de sérénité sans avoir la peur au ventre d'un emprisonnement. Laurent Gbagbo, dans son programme de gouvernement, a mis l'accent sur la décentralisation, partant du constat que les populations ne peuvent être mieux servies que par elles-mêmes, en vertu du principe qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et donc, il a constaté que le processus de décentralisation qui avait été amorcé par les régimes précédents était bloqué et même avait créé une injustice dans le pays. Pourquoi? Les communes qui existaient, sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire, il n'y avait que 197 communes, dont 10 à Abidjan. Le reste du territoire, il n'y avait que 187 communes. De sorte que sur le terrain, vous avez des localités qui sont incluses dans un périmètre communal et d'autres qui ne le sont pas. Mais l'injustice est que lorsque un village situé dans le périmètre communal bénéficie de la réalisation d'une infrastructure, la réalisation est financée à 100% sur le budget communal. Mais lorsque le même investissement doit être fait dans un village situé hors périmètre communal, il est demandé une contribution financière aux populations bénéficiaires et cette contribution financière peut aller jusqu'à 50% du coût du projet. Et beaucoup de projets qui avaient été accordés à des villages n'ont pas pu se réaliser parce que les populations elles-mêmes paupérisées ne pouvaient pas faire face à leur quote-part. Et donc, en décidant d'approfondir et d'élargir le processus de décentralisation, Laurent Gbagbo vient corriger une injustice. Et c'est pourquoi il a donc soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi, d'abord qui crée les départements en tant que collectivité. Et ce projet a reçu une très forte adhésion des populations. De sorte que vous avez pu suivre que partout où Laurent Gbagbo passait, les populations réclamaient que leur localité soit érigée en département parce que derrière cette demande, ils y voient le développement par eux-mêmes. Et donc c'est un projet qui avait une forte adhésion. Et ensuite, Laurent Gbagbo a décidé de faire la communalisation totale du territoire ivoirien. De sorte qu'un décret a été pris pour créer des communes nouvelles, de sorte que de 197, nous sommes passés à 1300 communes en Côte d'Ivoire. Et je peux vous l'affirmer parce que j'ai participé à tout ce processus, les populations en étaient heureuses de voir leur localité érigée en commune et donc la possibilité d'initier par elles-mêmes des projets et de les réaliser. Malheureusement, M. Alassane Ouattara est venu et a supprimé, non seulement il a supprimé les départements, mais il a supprimé aussi
toutes les communes qui avaient été créées, au grand désarroi des populations. Et je disais tout à l'heure que c'était une injustice parce que la Côte d'Ivoire compte 11 000 villages. Sur les 11 000 villages, il y a moins de 2 000 qui étaient compris dans un périmètre communal. Soit plus de 80% des villages de la Côte d'Ivoire qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc voilà l'injustice que Laurent Gbagbo est venu corriger et qu'aujourd'hui, Ouattara est venu détruire cette espérance que les Ivoiriens avaient. Si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai suivi récemment dans la presse que dans un département, les populations, c'était dans le département d'Akoupé, les populations ont revendiqué la restauration de leur commune qui a été créée, qui avait été supprimée par Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a soumis à l'Assemblée nationale, qu'il a adopté à l'unanimité de ses membres, c'est important de le dire, une loi qui réprime le racisme, le tribalisme, la xénophobie et toutes les discriminations d'ordre religieuse ou raciale. Cette loi a été prise justement parce que le président Laurent Gbagbo et les Ivoiriens ont fait le constat que certains individus, pour des raisons politiques, économiques ou autres, voulaient utiliser leurs tribus, leurs clans dans la vie politique ivoirienne. Et il fallait donc prendre une loi qui brise cet élan de ces gens et permettre donc à l'unité nationale et à la cohésion sociale de se consolider. Cette loi a été prise, et j'ai dit, elle a été prise à l'unanimité des députés. C'est vous dire qu'elle a reçu aussi l'adhésion de la classe politique, en tout cas, la classe politique est responsable en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette loi vient d'être édulcorée par le pouvoir actuel, qui a soustrait des mentions essentielles. Parce que dans la loi, il était dit que on ne devait pas, sur les documents officiels délivrés par l'État de Côte d'Ivoire, faire mentionner l'ethnie ou la race d'un citoyen. Et le pouvoir actuel vient d'amender la loi pour qu'on puisse mettre dans les documents administratifs votre ethnie. Et lorsque vous lisez l'exposé des motifs de cette loi modificative qu'ils viennent d'adopter, il est même dit que c'est parce que la mention de l'ethnie est une donnée importante pour le service des impôts, pour les services de santé, pour la sécurité sociale. Il était important qu'on sache de quelle ethnie vous êtes. Dites, est-ce que vous pouvez comprendre, si je dois payer des impôts, que je sois oué ou sénoufo, quelle est l'importance? Ce n'est pas en fonction de mon ethnie. Et cela nous ramène à l'époque coloniale, où c'était l'impôt de capitation. C'est-à-dire on vous taxait parce que vous vivez. Et je crois qu'on n'est pas loin de là, de revenir au système colonial, où on va taxer quelqu'un en fonction de son ethnie, et non en fonction de l'activité économique qu'il exerce, et donc des revenus qu'il gagne. Je ne vois pas en quoi le fait de faire figurer une ethnie permet au service des impôts de calculer l'assiette de vos impôts. Donc voilà. Dans le domaine donc de la législation, Laurent Gbagbo, dans le souci de faire de la Côte d'Ivoire une société où règne l'harmonie et le bien-être, a aussi fait adopter par l'Assemblée nationale une importante loi contre la traite et le trafic des enfants. Vous savez que depuis l'an 2000, la Côte d'Ivoire est accusée dans le domaine normalement de la cacaoculture, de faire travailler des enfants. Et donc, une loi a été prise pour réprimer toutes les personnes qui utilisent le travail des enfants.
cette loi-là a été prise et c'est la loi qui portant sur la répression du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants. Je dois dire que c'est une loi, lorsqu'elle a été adoptée, qui nous a valu les félicitations de nos partenaires, notamment du Bureau international du travail, qui a apprécié énormément cette loi. Cette loi aussi, parce que l'essentiel des sanctions dans ce domaine étaient des sanctions américaines. Nous avons travaillé avec l'US-DOL, qui est le département américain du travail, qui a apprécié énormément cette loi. Et si aujourd'hui, le gouvernement Ouattara s'enorgueillit du fait que les Américains ont adouci les sanctions contre la Côte d'Ivoire dans ce domaine, c'est justement en fonction de cette loi que Laurent Gbagbo a fait prendre. Et donc, eux, ils récoltent le fruit d'un travail qui a été fait par Laurent Gbagbo dans ce domaine. Dans le processus de législation que nous avons eu à faire à l'Assemblée nationale, à partir de 2003, nous avons connu une autre série de projets de loi qui n'étaient pas dans le calendrier normal de nos travaux, mais qui sont des projets de loi issus ou pris à la suite de l'accord de Linas Marcouti en France. Et l'examen de ces lois a commencé en août 2003 par l'examen de la loi portant amnistie des rebelles. La loi a été prise, ça a été des débats ouverts et je dois préciser que l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à cette époque ont exigé et obtenu du président Laurent Gbagbo que ces débats relatifs aux lois de Marcouti soient faits dans la transparence, c'est-à-dire que les débats soient retransmis en direct par la radio-télévision ivoirienne. Et le président Laurent Gbagbo y a accédé. Et donc, les Ivoiriens ont eu l'occasion d'apprécier et de voir comment travaillaient leurs députés. Nous avons commencé donc par la loi d'amnistie qui a été adoptée le 6 août 2003. Et puis après, toute une série de lois ont été présentées. La loi sur la modification de l'article 26 de la loi portant Code foncier rural. Il y a eu un débat. La loi voulait, le Marcouti voulait donc qu'il y ait un certain nombre de personnes qui, avant l'adoption de cette loi, avaient des titres de propriété sur des terres rurales et qu'il fallait donc consacrer leurs droits de façon imprescriptible et que leur droit de donner ça en succession à leurs héritiers. Cela a été accepté. Mais il faut préciser que tant pour la loi d'amnistie que pour cette loi-ci, il y a des dispositions que les députés ont demandées qui n'ont jamais été appliquées. Par exemple, sur la loi d'amnistie, il est clairement dit que le gouvernement devait produire la liste exhaustive de toutes les personnes bénéficiaires de cette amnistie. Le ministère de la Justice, contrôlé par le RDR, n'a jamais accédé dans la pratique à cela. Le Rassemblement des Républicains, le RDR, le Rassemblement des Républicains, qui est le parti de M. Alassane Ouattara. Sur la loi relative donc aux personnes à qui on accordait le bénéfice de leurs droits acquis, la loi a précisé que le gouvernement devait communiquer sur ceux qui en étaient bénéficiaires. Cette disposition n'a jamais été mise en pratique également par le ministère de l'Agriculture, qui lui aussi était dirigé par le Rassemblement des Républicains, par un cadre du Rassemblement des Républicains, en l'occurrence, M. Amadou Gon Coulibaly. Nous avons examiné dans le cadre de Marcouti les lois relatives à l'identification des personnes,
les lois concernant les dispositions spéciales en matière de naturalisation. La loi donnait 1 an donc aux personnes qui étaient concernées de se faire connaître, mais cela n'a jamais eu un début d'application de la part du ministère de la Justice qui avait en charge de mettre en application cela. Mais tout ceci me fait comprendre qu'aujourd'hui, toutes ces dispositions dont l'Assemblée nationale a été saisie et qui ont été adoptées, mais qui n'ont pas connu d'application, l'application était du fait des membres du gouvernement qui étaient issus soit de la rébellion, soit du Rassemblement des Républicains. Et je comprends qu'ils ont fait du dilatoire parce qu'ils préparaient donc leur prise du pouvoir par la force et qu'après ils allaient remettre toutes ces lois-là en question et reconstruire et rebâtir des lois selon leur volonté, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que pendant les débats, les Ivoiriens ont pu suivre comment le manque de civisme des ministres qui représentaient le camp Ouattara, qui s'opposaient à ce que les députés exercent leur droit constitutionnel d'amendement, qui n'ont même pas hésité pour certains à sortir de l'Assemblée nationale pour voulant obliger les députés à adopter ce qu'eux, ils ont voulu. Et je crois que c'est la résistance des députés à l'époque qui a abouti en 2006 à cette décision inqualifiable du groupe de travail international mis en place par l'ONU sur la crise ivoirienne, qui a demandé que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire soit dissoute. Alors que aucune disposition légale et ni constitutionnelle ne permet, ni même le président de la République, parce que dans certains pays, le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, cette disposition n'existe pas. Et il a fallu que les Ivoiriens se mobilisent, descendent dans les rues pour que l'ONU et son GTI reculent et que l'Assemblée nationale puisse continuer normalement de travailler jusqu'à ce que la rébellion ait eu raison des institutions légales de la Côte d'Ivoire en 2000. La loi d'amnistie qui a été prise par l'Assemblée nationale en 2003 accordait l'amnistie aux rebelles pour le délit d'atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dit « Ils ont tenté un coup d'État contre moi, je ne leur en tiens pas rigueur puisque je suis encore là. » Donc, c'est cela qui a été obtenu. Par contre, les crimes contre l'humanité, les crimes de sang et les crimes économiques n'ont jamais été amnistiés. Parce que souvent, les gens disent que on a pris une loi d'amnistie pour consacrer l'impunité. Il n'en était pas du tout question. Le seul délit le seul fait qui a été amnistié, c'est le fait qu'ils ont tenté un coup d'État. Et c'est cela qui a été amnistié. Parce que normalement, tenter un coup d'État, tenter de renverser les institutions légales d'une république est passible sous le coup de la loi. Mais c'est cela uniquement qui a été amnistié en 2003, et même par les lois d'amnistie que le président a prises par décision ultérieurement. Lorsque je regarde la crise dite post-électorale telle qu'elle s'est déroulée, et comme le disait le président Laurent Gbagbo lui-même, on ne peut pas comprendre pour un simple contentieux électoral dans un pays, des armées étrangères puissent s'engager et faire la guerre à un pays. Des élections ont été organisées. Le Conseil constitutionnel, qui est en charge la proclamation des résultats, a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections. M. Ouattara conteste cette victoire
Normalement, le débat ne devait même pas se poursuivre. Parce que la loi, et ce n'est pas seulement les lois ivoiriennes, toutes les constitutions du monde disent que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours et elles sont définitives. Et elles s'imposent à toutes les personnes et à toutes les institutions. Donc, lorsque le Conseil constitutionnel a décidé, chacun devait rentrer dans les rangs. Mais il y a eu contestation. Et le président Laurent Gbagbo, en démocrate, en homme de paix, a proposé qu'on fasse l'économie de la guerre et qu'on vienne sagement recompter par une commission internationale. Donc, que la France puisse elle-même décider de venir nous attaquer, qu'elle puisse instrumentaliser l'ONU pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, bombarder le palais présidentiel, cela ne peut pas se comprendre et ne peut même pas être accepté. Parce qu'il suffisait tout simplement de recompter les voix. Mais malgré tout ça, le président Laurent Gbagbo a saisi l'Union africaine, qui est venue sur le terrain, qui a pris des décisions. Mais en même temps, l'Union africaine, après sa réunion du 10 mars 2011 à Addis Abeba, a décidé de désigner un facilitateur pour venir mettre en place de façon pacifique les résolutions qu'elle a adoptées. L'Union africaine a saisi le gouvernement et a saisi M. Ouattara le 26 mars 2011 pour dire que M. José Brito, qui est du Cap-Vert, a été désigné pour donc aider à trouver une solution pacifique. Et les discussions sous l'arbitrage de M. José Brito devraient démarrer le 5 avril à Addis Abeba. Et c'est le 28 mars que M. Sarkozy et M. Ouattara décident, au lieu d'attendre que l'initiative de l'Union africaine aille jusqu'à son aboutissement, décident d'attaquer la Côte d'Ivoire et de nous faire la guerre telle qu'elle a été faite. C'est pour dire que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement n'étaient pas dans une logique de guerre. Nous étions dans une logique de paix et de négociation pour trouver une solution pacifique à la crise qui venait d'être créée par M. Alassane Ouattara et ses soutiens, qui ne voulaient pas accepter sa défaite et qui ne voulaient pas respecter les institutions mises en place par la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, qui propose donc de régler la crise post-électorale de façon négociée et pacifique, subit les courroux de M. Sarkozy, qui, après l'avoir menacé, envoie donc son armée, qui débarque à Abidjan et qui fait la guerre, qui enlève le président pour le remettre entre les mains de M. Ouattara et plus tard le transfert donc à la Cour pénale internationale. Et depuis donc, M. le président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye. Et dans le dossier du procureur, le procureur s'appuie sur essentiellement 4 faits. Le premier fait, c'est que le président Laurent Gbagbo aurait fait tuer cette femme à Abobo le 3 mars 2011 au cours d'une manifestation. Le deuxième fait est que le président Laurent Gbagbo aurait fait bombarder un marché le 17 mars 2011 à Abobo. Mais avant, le premier fait, chronologiquement j'entends, est que le 16 décembre 2010, le président Laurent Gbagbo aurait ordonné au FDS de tuer des manifestants aux mains nues
qui revendiquait l'installation d'un nouveau directeur général sur la radio-télévision ivoirienne. Et enfin, le quatrième fait, qui est encore plus déplorable, c'est que le 12 avril 2011, Laurent Gbagbo aurait ordonné de tuer tantôt 75 personnes, tantôt 80 et plus personnes à Yopougon. C'est pourquoi nous avons dit que c'était vraiment une affabulation. Parce que le 3 mars 2011, à Bobo, cette manifestation dite des femmes n'a été couverte par aucun organe de presse, ni national, ni international. Cette prétendue marche n'a jamais été annoncée auparavant. Et le jour où cette marche prétendument a été organisée, ce qui préoccupait l'ensemble de la presse et du gouvernement ce jour-là, c'était qu'il y avait une réunion au siège de l'ONUCI. Et c'est sur ça, cette réunion au siège de l'ONUCI, que tous les regards étaient braqués. Donc, tous les organes de presse qui ont rapporté cette tuerie de femmes, aucun d'entre eux n'avait un représentant à la manifestation. Ni même la presse proche de M. Alassane Ouattara. Aucun de ces journaux n'y était. Même sa télévision installée au Golfe, TCI, n'était pas présente sur ces lieux. Donc, voyez-vous, une manifestation organisée dans l'anonymat, dans un quartier qui est entre les mains pratiquement des forces pro-Ouattara. Parce que je vous signale que depuis le 25 février 2011, les forces de défense et de sécurité n'étaient plus en action sur le terrain à Bobo. La seule présence des FDS à Bobo, c'est qu'ils étaient cantonnés au camp commando d'Abobo et n'en sortaient pas. Parce que encerclés par les forces pro-Ouattara, le commando invisible et les forces de Soro Guillaume. Ils avaient encerclé. Et chaque jour, ils harcelaient le camp commando. Donc nos forces qui étaient au camp commando, y étaient cantonnées et n'en sortaient pas. Les seules opérations qui se faisaient étaient de temps en temps des opérations de ravitaillement des forces, des personnels qui étaient au camp commando. Et le lieu indiqué comme étant le lieu de la manifestation, qui est donc le carrefour Anador, qui est donc en partant de la mairie d'Abobo, sur la voie express d'Abobo allant à Djamé, en passant par l'université d'Abobo à Djamé. Cette voie, depuis au moins 2 semaines, n'était plus empruntée par les FDS qui venaient ravitailler leurs amis au camp commando. Motif, l'ONUCI avait obstrué le passage juste après l'université Abobo à Djamé avec des conteneurs. Et donc, le ravitaillement ne se faisait plus qu'à partir du camp de gendarmerie d'Agban, en passant par la route qu'on appelle la route du Zoo, qui passe par le carrefour, dit carrefour sans manquer, la mairie d'Abobo, et qui arrive au camp commando pour ravitailler. Donc, et les femmes étaient supposées manifester sur une voie que les FDS n'empruntaient plus. Donc, les FDS, non prévenus d'ailleurs de cette manifestation, ne pouvaient pas aller la réprimer dans la mesure où eux-mêmes étaient reclus dans le camp commando et qu'ils ne sortaient plus en opération. Donc, c'est une affabulation de dire que les FDS ont pu sortir ce jour-là pour aller tuer. Et les enquêtes qui ont été faites par nos services
disent qu'il n'y a jamais eu les FDS sur ce théâtre d'opération ce jour-là. Je voudrais même vous signaler que le ravitaillement qui se faisait au camp commando d'Abobo devait se faire ce jour-là parce que les gens y allaient dans un char. Parce que sur tout le passage, ils étaient victimes des tirs des rebelles. Donc, ils se protégeaient en allant dans un char. Et ce jour-là, c'est le char de la BAE, Brigade Anti-Émeute de la police, qui devait assurer ce service. Le char était en panne. Il a été réparé et c'est seulement dans l'après-midi de ce jour 3 mars 2011 que le ravitaillement a pu se faire. Alors que nous avons été informés de cette prétendue marche et de la tuerie qui en est suivie, le porte-parole du gouvernement vous le confirmera, lorsque nous sommes sortis du Conseil des ministres de ce jour-là, aux environs de 14 heures, nous avons été appelés par des journalistes de l'AFP et autres qui lui révisaient. Donc c'est pour vous dire que sur ce dossier, c'est une véritable machination qui a été faite ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu l'identité complète des femmes tuées. Aucune autopsie n'a été faite pour déterminer la cause de la mort et les projectiles qui les auraient tuées. Rien. Les femmes supposées tuées auraient été enterrées sans la présence de leur famille. Nous constatons donc que cela est une pure machination parce que cela se passait le 3 mars pendant qu'on était en train de préparer la journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Et justement, il fallait créer une situation des mois. Pendant qu'on s'apprête à célébrer les femmes, Gbagbo fait tuer des femmes. Et pouvoir obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU une résolution pour venir nous frapper. Et je crois que c'était l'objectif qui a été fait. Et je pense que tout ceci a été un montage et une affabulation. Sur le marché d'Abobo, on nous a précisé maintenant que c'est le marché Siakakone. Moi, j'ai habité dans cette zone pendant 2 ans, à côté de ce marché Siakakone. J'ai habité à peu près à 500 mètres de ce lieu. C'était un endroit qui se situe à environ 2 km du camp commando d'Abobo, qui était la seule présence des FDS dans le quartier à cette époque. Je vous le répète, depuis le 25 février 2011, les FDS ne faisaient plus d'intervention sur le terrain d'Abobo. Et donc, le camp commando étant situé à environ 2 km du marché Siakakone, un obus ou des obus lancés à partir du camp commando ne pouvaient pas atteindre ce marché. Parce que nos mortiers, les mortiers qui sont dans l'armée ivoirienne et ceux qui sont à la disposition des forces terrestres, n'ont pas une portée supérieure à 1,5 km. Et pour que la portée puisse dépasser 1,5 km, ils ont besoin de relais. On ne disposait pas de ce matériel-là. Donc, si du camp commando d'Abobo, des obus ont pu être lancés sur le marché Siakakone, ils ne pouvaient pas y arriver. Ensuite, entre le camp commando d'Abobo et le marché Siakakone, il y a des immeubles. Parce que les obus, s'ils avaient été lancés, parce que plus la distance à laquelle la cible se trouve pour que les obus, plus la distance est longue, moins la courbe de lancement est basse, est haute. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand la cible est proche, l'obus, la courbe que fait l'obus est haute pour venir atteindre la cible.
Mais quand la cible est éloignée, la courbe est plus basse. Cela suppose que si les obus qui devaient aller jusqu'à cette distance-là avaient été lancés depuis le camp commando, les immeubles qu'elles dépassent là auraient été atteints. On n'a rien constaté de tout cela. Le marché Siakakone lui-même, il est entouré d'immeubles. Mais aucun des immeubles alentour du camp commando n'a été touché. Alors que des obus, et on nous dit que c'est 7 obus qui ont été lancés sur ce marché. Mais si 7 obus avaient été lancés sur ce marché-là, les dégâts auraient été indescriptibles. Même la mairie qui est en face, la mairie d'Abobo, aurait été touchée. Parce que les obus, là, au point d'impact, quand ils tombent, ils ont un rayon d'action de 100 mètres. Donc, supposez, parce que tous les 7 obus ne sont pas tombés au même endroit. Donc, supposez que 7 obus tombent à divers endroits et que chacun des obus a un rayon d'action de 100 mètres. Mais cet espace-là, ce n'est pas seulement quelques baraques sur le marché qui auraient été détruites. Toutes les habitations autour auraient été détruites. On aurait alors dénombré des centaines de morts à cet endroit. Il n'y a rien eu de tout ça. C'est pour vous dire que, en tout cas, en ce qui concerne les FDS, aucun obus n'a été lancé depuis le camp commando sur cet espace-là, ce jour-là. Donc, le FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, en tout cas sous la gouvernance de Laurent Gbagbo, disposait de 2 types d'obus. Il y a des obus de 120 mm qui sont détenus uniquement par le bataillon d'artillerie sol-air, le BASA, et qui, eux, ne sont pas mis à la disposition des forces terrestres et qui ne sont qu'à la disposition du BASA, et qui ne sont actionnés qu'à la demande unique du chef d'état-major des armées. C'est lui seul qui a le pouvoir que ces obus-là soient mis en action. Cela n'a jamais été fait. Et un obus 120, lorsqu'il tombe quelque part, c'est tout un quartier qui est détruit. Parce que lui, là, et c'est les obus 120 là qu'on appelle même armes lourdes. Les autres forces disposent seulement d'obus 81 et 82. Et c'est eux que je viens de décrire tout à l'heure. Donc, si des obus ont pu être tirés sur le marché Siakakone ce jour-là, ils ne peuvent pas être le fait des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Parce que les obus dont ils disposent là, s'ils avaient atteint ce marché ce jour-là, aujourd'hui encore, on en ressentirait les conséquences. Même la voie qui passe là, la voie aurait eu des impacts importants et la chaussée aurait été dégradée. Donc, il faut chercher les tireurs d'obus à ce marché-là. S'il y en a eu, il faut les chercher ailleurs que parmi les FDS. L'autre chose, c'est que le 12 avril 2011, Laurent Gbagbo a demandé à ses troupes d'attaquer les partisans de Ouattara à Abobo. Mais diantre, Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Il était au golfe, enfermé dans une chambre, sans possibilité de communication. Comment a-t-il pu communiquer des ordres et des instructions à des gens dehors? Et d'ailleurs, à qui? Parce que le 12 avril, tous ces chefs militaires étaient allés faire allégeance à Ouattara, conduits par le général Philippe Mangou, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale. Eux tous sont allés faire allégeance à Ouattara le 12 avril. À qui Laurent Gbagbo aurait donc donné des instructions pour aller attaquer des populations proches de Ouattara à Yopougon. Alors que lui-même, le 11 avril, quand il a été arrêté, tout le monde entier l'a entendu dire, maintenant que la phase militaire est finie,
engageons la phase politique pour régler le conflit. Un tel homme, dans les conditions que l'on sait, comment a-t-il pu donner des instructions le 12 avril, après son arrestation et son incarcération, comment pouvait-il donner des instructions sur le terrain? C'est une énormité que seul le procureur de la CPI peut admettre, mais que le bon sens du citoyen lambda ne peut pas accepter. Je reviens maintenant à la marche du 16 décembre 2010 sur la RTI. Le procureur dit que c'était des marcheurs pacifiques qui n'étaient pas armés et qui faisaient une marche démocratique. Et pourtant, d'abord, l'objet même de cette marche, c'était supposé pour aller installer un nouveau directeur général à la tête de la radio-télévision ivoirienne, la RTI. Mais je vous signale que le même 16 décembre 2010, excusez-moi, qui était à Bouaké, ont décidé de descendre sur Abidjan. Et ils ont été confrontés à nos éléments à Thiébissou. Et aussi venaient installer un nouveau directeur à la RTI. Les militaires rebelles qui venaient de Bouaké et qui ont combattu nos soldats à Thiébissou le 16 décembre 2010. Le même jour, les rebelles basés à Man ont décidé de descendre sur Abidjan. Et ils ont essayé de stopper entre Dieukwé et Bangolo dans une localité qu'on appelle Gueyebli. Ils ont essayé de stopper là nos forces de défense et de sécurité. Et ils ont replié pour aller s'installer à Bangolo, qui, je le signale, était dans la zone de confiance, qui a été déserté par le CCI et que l'ONUCI a refusé de sécuriser. Donc les rebelles ont pris possession de fait de cette zone-là le 16 décembre 2010. Est-ce qu'eux aussi, venant des Mans, venaient pour une marche pacifique pour installer un directeur général à la RTI? Ces faits démontrent que le 16 décembre 2010, M. Alassane Ouattara a décidé de prendre le pouvoir par la force, de faire une insurrection armée pour prendre le pouvoir. Puisqu'ils ont annoncé un programme, après la RTI, le 16 décembre, le 17 décembre, ils devaient prendre possession de la primature et puis peut-être après aller s'installer à la présidence de la République. Si les marcheurs supposés étaient pacifiques, non armés, ce jour-là, à Abobo et non à la RTI, 5 policiers ont été tués à Abobo ce jour-là. Au carrefour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ils ont tué 2 militaires par balle. Est-ce que des gens qui marchent pacifiquement, qui sont non armés, peuvent tuer des policiers et des militaires par balle? Donc ce jour-là, ce n'était pas une marche pacifique. Et le procureur feint de l'ignorer. Mais à l'hôtel du Golfe, étaient stationnés de nombreux rebelles. Parce qu'à l'occasion du deuxième tour, des militaires rebelles avaient été déployés dans les zones sud du pays pour la sécurisation des élections. Mais lorsque le scrutin est passé le 28 novembre 2010, plutôt que de retourner dans leur base, comme l'ont fait les militaires ivoiriens
déployés au nord qui sont revenus sur les bases, et ils sont allés à l'hôtel du Golfe. Parce qu'ils savaient ce qu'ils préparaient. Mais en plus des militaires qui étaient venus dans le cadre de la sécurisation des élections, qui au lieu de regagner leur base au nord, sont allés à l'hôtel du Golfe, de nombreux autres militaires rebelles ont été acheminés par l'ONUCI dans leurs chars et par hélicoptère pour les déposer à l'hôtel du Golfe. Donc à l'hôtel du Golfe là, l'hôtel du Golfe n'était pas seulement une résidence de Ouattara et de quelques hommes politiques, c'était devenu une caserne militaire. C'était devenu une caserne militaire où il y avait environ 1000 soldats rebelles stationnés. Et si l'on parle de blocus du Golfe, qui en fait n'en était pas un, mais les forces de défense et de sécurité ivoiriennes s'étaient postées à des endroits stratégiques pour éviter que les rebelles regroupés à l'hôtel du Golfe n'en sortent pour venir attaquer leur position. Et donc, ces rebelles stationnés à l'hôtel du Golfe ont été mis en alerte par Ouattara et Soro 2 jours avant le 16 décembre 2010, où Soro les appelait à l'accompagner pour installer un nouveau directeur général à la RTI. Donc, le 16 décembre, c'est donc des hommes armés de la rébellion qui ont décidé d'investir Abidjan pour prendre violemment le pouvoir, en se cachant derrière une marche supposée pacifique. Mais j'affirme ici qu'il n'était pas question d'une marche pacifique, mais c'était des militaires rebelles, armés, qui sont sortis de l'hôtel du Golfe et qui sont venus dans l'intention de prendre le pouvoir ce jour-là, et qui ont échoué. Voilà la vérité que le procureur sait et qu'il ne veut pas admettre. Parce qu'il sait une cause, qui est qu'il faut forcément trouver des crimes à Laurent Gbagbo pour assurer la tranquillité du filleul de la France-Afrique, Alassane Ouattara. Mais moi, j'ai dit plus de 1000, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une déposition à la CPI. Donc, il ne faut pas que je change ce que j'ai déjà dit là-bas. Voilà. On reprend encore. L'hôtel du Golfe, en réalité, était devenu une caserne militaire, une forteresse militaire. À l'intérieur de cette caserne militaire cohabitaient 800 soldats de l'ONU, donc des casques bleus, et plus de 1000 soldats issus de la rébellion. Et ce que j'ai dit a été confirmé par M. Ahoussou Jano, ancien premier ministre de Alassane Ouattara, qui, en mission à Bruxelles en mars 2011, a dit ceci. Il y a des jeunes gens bien formés, bien entraînés, qui étaient avec nous au Golfe. C'est avec eux qu'on devait aller libérer la télévision. Mais maintenant, nous les avons libérés, on les a envoyés sur le terrain, on leur a dit, allez faire bouger le terrain. Et c'est eux qui sont en train de travailler. Mais je vous dis, ce n'est pas des famillettes, ils travaillent. Donc c'est pour vous dire que le Golfe là était un camp de militaires rebelles. Le président Laurent Gbagbo aurait pu, et il en avait les moyens, de lancer un assaut sur l'hôtel du Golfe. Mais il n'a jamais voulu de cette solution. Parce que pour lui, il faut régler le problème de façon pacifique. Et il n'avait jamais pensé qu'il faut faire un assaut militaire
sur l'hôtel du Golfe, alors qu'il en avait les moyens, qu'il pouvait le faire. Il n'a jamais. Il a même fait mieux. À l'hôtel du Golfe, les gens y étaient. Ils avaient l'eau, ils avaient l'électricité, ils avaient le téléphone. Alors que ça, ils pouvaient le couper. Mais il n'a jamais voulu. Il a dit, laissez-les, ils vont revenir à la raison. Et il leur a même lancé un appel. Il a même dit que ça n'honore pas de la Côte d'Ivoire qu'un ancien président de la République, qu'un ancien premier ministre, alors qu'ils ont des domiciles à Abidjan, aille se cloîtrer dans les chambres d'hôtel. Il leur a lancé un appel pour leur dire, frères, sortez de l'hôtel, allez à vos domiciles et discutons pour trouver une solution. Donc, le président est un démocrate. C'est un homme de paix. Je vous ai dit à l'entame que le Laurent Gbagbo et son gouvernement, dans cette crise-là, n'étaient pas dans une logique de guerre. Tous les efforts que nous avons demandés et que nous avons déployés, c'était que la question se règle de façon pacifique par la négociation. Donc, il ne pouvait pas venir à l'idée de Gbagbo de lancer un assaut militaire sur l'hôtel du Golfe. D'autant plus que, en plus de ceux qui s'y trouvaient, il y a le personnel. C'est des personnes. L'hôtel du Golfe, là, n'est pas un endroit isolé. Il y a des habitations autour. Et un assaut aurait fait forcément des dégâts collatéraux que Gbagbo n'a jamais voulu que ça se produise. Donc, il a demandé tout simplement qu'on négocie. Mais cette main tendue, cette volonté de paix n'a rencontré que adversité, que violence de la part d'Alassane Ouattara, qui, fort de l'appui de Nicolas Sarkozy, ne voulait rien entendre. Vous avez même vu les images de la délégation des chefs d'État africains, mandatée par l'Union africaine. Vous avez vu comment Jacob Zuma a été agressé à l'hôtel du Golfe, sans que Ouattara ait eu même la politesse de présenter des excuses à ce chef d'État frère qui était venu pour nous aider à régler nos problèmes. Donc là-bas, là, eux, ils étaient dans la logique de guerre. Nous, on était dans une logique de paix. C'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est cela que l'opinion internationale doit comprendre. C'est cela que la Cour pénale doit comprendre pour libérer Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. D'abord, c'est lui qui a gagné les élections. Quand on gagne les élections, on veut gouverner tranquillement. Et comme il a dit lui-même, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a causé les troubles. Et celui qui n'a pas gagné les élections et qui a causé les troubles en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara.